Ancien royaume tibétain, situé dans la haute chaîne de l'Himalaya, le Dolpo est une région du nord-ouest du Népal. C'est une terre sauvage et rude, très peu fréquentée, seulement parsemée de quelques villages d'altitude. Des paysages grandioses, des cols à plus de 5000 mètres, des monastères isolés et bien sûr, des impressionnantes caravanes de yaks qui perpétuent les échanges avec le proche Tibet. Après une nuit complète de vol pour parcourir les 7250 km et un changement d'avion lors de la courte escale à Delhi, nous arrivons dans l'après-midi à Katmandou, capitale du Népal. Au départ de Katmandou, il nous faudra reprendre l'avion pour Népalganj, situé près de la frontière indienne, en zone tropicale chaude et humide. En ce mois d'octobre, la fin de la mousson ne nous épargne pas, et c'est tout naturellement que nous essuyons ces aléas climatiques, rendant ainsi les vols en montagne incertains. Tu vois le hangar rouge. À la deuxième tentative et après un changement de pilote, le monomoteur va enfin tenter de se poser sur la minuscule piste de terre de l'altiport de Jufa. La longueur de la piste n'est pas de trop pour réussir son atterrissage, si l'on ne veut pas redescendre un peu trop vite dans la vallée. Sous l'œil espiègle des enfants, les bagages sont rapidement déchargés et notre équipe de trek constituée. Elle comporte guides, porteurs, cuisiniers, sans oublier bien entendu le muletier et ses 4 mules, qui vont nous accompagner vers le haut Dolpo. Après une nuit passée à Dunai, capitale administrative du district du Dolpo, notre trek commence par la longue remontée d'une profonde vallée encaissée. Nous serpentons dans les gorges de la Soulikola, blanche d'écume. En effet, ces hautes vallées sont encore aujourd'hui accessibles uniquement à pied ou à cheval, par des chemins escarpés aux précipices impressionnants. Commence alors l'apprentissage d'une journée de trek au Dolpo. Pour une dénivellation positive relevée sur la carte de 300 mètres environ, il faudra en général en monter 500 puis redescendre de 400, remonter encore de 300 pour atteindre enfin l'altitude du bivouac à 2600 mètres. En l'espace de quelques jours de marche, nous sommes déjà au milieu de nulle part, plongés dans un monde qui ne connaît quasiment pas le tourisme, et ce qui n'est pas pour nous déplaire. Dans ces vallées, la végétation est luxuriante. Elle est constituée par une forêt de cèdres et de rhododendrons géants. Le cannabis pousse aussi partout à l'état sauvage le long des sentiers ou dans des champs cultivés. Dans certains villages, c'est une plante sacrée qui joue un rôle religieux. Ici, la montagne est habitée de toutes parts, jusque dans les endroits les plus inaccessibles. Des campements de toile, des minuscules maisons de pierre sèche, regroupées en petits hameaux, s'accrochent sur les versants ou au fond de ces gorges. Ce sont les femmes qui ont la charge des activités domestiques et des travaux des champs, comme le battage du chanvre pour en extraire les graines. Ça se mange. Il y a les graines. Tout à l'heure, j'ai mis de ça.
La veille de notre passage, un troupeau de chèvres effrayées a sauté plusieurs barres rocheuses. Le bilan est lourd de conséquences et les femmes doivent s'occuper rapidement de dépouiller les bêtes. La viande découpée en fines lanières sera mise à sécher au soleil. Certains morceaux se retrouveront aussi suspendus dans les tentes pour être fumés au-dessus du poêle, alimentés à la bouse de yak. Le plat traditionnel au dolpo, c'est comme partout au Népal, le dal bhat, un mélange de riz et de jus de lentilles. Les Népalais en mangent à tous les repas, et même dès le plus jeune âge, les enfants en consomment aussi tout au long de la journée. Le dal bhat peut être accompagné avec quelques légumes, mais aussi avec quelques morceaux de viande, ce qui est plus rare. Il est mangé avec les doigts, après avoir séparé délicatement les grains de riz. Au loin grondent les cascades du déversoir du lac de Phoksundo, la plus haute chute d'eau du Népal, avec ses 330 mètres de dénivellation et son débit impressionnant. Le monastère qui surplombe le lac de Phoksundo est un lieu hors du temps et du monde. Il invite à la contemplation et semble particulièrement propice à l'apprentissage de la sérénité. En effet, la religion et la spiritualité tiennent ici une grande place, comme souvent en Asie bouddhiste ou hindouiste. La sérénité et la confiance qu'elle procure à leurs adeptes sont bien réelles. À chaque détour d'une ruelle, et presque à chaque coin d'une maison, une femme tisse, assise à même le sol. Buste bien droit, une sangle autour de la taille pour servir d'attache au métier à tisser. Jambes étendues, les pieds bloqués contre une planche de bois. Elle est un élément à part entière de son métier à tisser et réalise de longues ceintures multicolores. Ça c'est quoi là oui. Tu vois plus le babou. Non. La laine est d'abord cardée à la main, puis filée au fuseau. Le poil de chèvre servira à la fabrication de cordes et de sacs, tandis que le poil de mouton sera utilisé pour la confection des vêtements. Une longue remontée sur un sentier aérien et vertigineux nous permet de découvrir et dominer le panorama sur le mythique lac de Phoksundo. Ses eaux d'un bleu turquoise sont presque surréalistes à cette altitude de 3600 mètres. Ce lac a été rendu célèbre par le film Himalaya, l'enfance d'un chef, avec la chute spectaculaire et fatale d'un yak qui restera gravé pour toujours dans la mémoire de chaque spectateur. Les caravanes de yaks se regroupent au-dessus du lac de Phoksundo pour préparer le transport des billes de bois, des madriers ou des planches vers les villages du Haut-Dolpo, situés dans un monde exclusivement minéral. Oh
Telles des chenilles processionnaires, plusieurs jours de marche seront nécessaires à ces caravanes pour franchir les deux cols à plus de 5200 mètres d'altitude avant d'atteindre Saldan. Ces bêtes de bât sont les compagnons de survie et la fierté des caravaniers. Les nomades font porter à leur yak des charges pouvant aller jusqu'à 100 kg et sur de très grandes distances. Le yak mâle sauvage peut peser près d'une tonne et vit facilement jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Il peut affronter des températures de moins 40 degrés et peut boire l'eau sous forme de neige. Ses sabots fendus leur permettent de s'aventurer sur des pentes très raides, y compris sur la glace ou le rocher. Son odorat, très performant, détecte les brins d'herbe même sous la neige. Grâce à son ouïe excellente, il entend ses congénères grogner à des kilomètres. Ses cornes pointues poussent en continu. Elles sont creuses et celles du mâle peuvent atteindre 80 cm de long pour 20 cm de diamètre. Le yak a été domestiqué il y a environ 4500 ans et il existe aussi des croisements avec des vaches et des taureaux. Ces animaux hybrides ont la réputation d'être plus dociles, mais ils sont beaucoup moins résistants au froid. Le passage du premier col à 5200 mètres d'altitude nous réserve quelques surprises. Dans la nuit, une fine couche de neige a recouvert le sol et les bourrasques de vent ont martyrisé les drapeaux de prière. Du yak, les peuples himalayens tirent leur subsistance et un nombre incalculable de produits dérivés. Avec son lait, il prépare le fameux thé au lait salé, que l'on sirote tout au long de la journée. Il confectionne également le yaourt et la crème. Le beurre sert quant à lui de base à de multiples préparations. Vous l'aurez compris, aucune partie du yak ne reste inutilisée. La viande est consommée fraîche, ou séchée à l'air libre, ou encore fumée. Avec les poils, ils feront des cordages, où ils tisseront des tapis pour couvrir les bas-flancs des maisons. Avec la fibre la plus fine, ils fileront la laine pour confectionner des vêtements. La peau du yak, beaucoup plus fine que celle d'un autre bétail, est le plus souvent simplement séchée. Son cuir est employé pour confectionner des outres ou des sacs pour transporter la nourriture. Quant à la queue du yak, belle et touffue, faite de longs poils, elle fera un utile plumeau pour chasser la poussière, ou selon les cultures et traditions, elle deviendra amulette pour éloigner les mauvais esprits. Les maisons des villages se resserrent les unes contre les autres pour laisser plus de place aux cultures. Le bois est très rare
et s'entrepose sur les toits plats des maisons de pierre. Il servira à allumer le feu, dont la bouse de yak constituera le principal combustible. Les habitations comportent une ou deux petites ouvertures afin de se protéger du froid. On prend très vite conscience de ce que peut être l'atmosphère à l'intérieur, lorsque le foyer de la pièce principale répand sa fumée noire dans les quelques mètres carrés où la famille vit rassemblée. Les monastères ou gompas sont fréquents et abritent parfois qu'un seul moine qui prend en charge la population du hameau voisin. Fréquents tout au long du chemin, les drapeaux de prière et les chortènes accompagnent les voyageurs. Ici, la spiritualité imprègne l'espace. Les pierres sculptées de mantras sont elles-mêmes stigmatisées de croyances bouddhistes. Dans ces paysages himalayens, lorsque l'on prend conscience du chemin parcouru et de la distance qui nous sépare encore de notre destination, la solitude et l'isolement prennent alors ici tout leur sens. Mais la richesse des sourires et la lumière des regards sont des cadeaux que l'on ne peut oublier. Ils marquent pour toujours toutes celles et ceux qui ont eu la chance d'approcher les habitants du Dolpo. Dans le Haut-Dolpo, dès le mois de novembre, les premières chutes de neige font leur apparition et empêchent toute communication durant de longues semaines. L'école, à plus de 5000 mètres, étant alors impraticable. C'est l'isolement total des villages. Le mois d'octobre est la saison des moissons et tous les habitants, femmes, hommes, enfants, même en bas âge, se retrouvent au travail dans les champs. Après séchage, le blé, l'orge ou le sarrasin seront mis à l'abri dans les greniers. Le ramassage des pommes de terre par les femmes se fera toujours dans la bonne humeur. La vie à cette altitude est très rude, difficile à imaginer. L'alimentation manque cruellement de variété. Le dalbat, la farine d'orge grillée, la tsampa, agrémentée de thé salé au beurre de yak, constituent le plus souvent la base de la nourriture de la famille. Parfois, quelques pommes de terre, mais la viande reste rarissime pour ces populations principalement bouddhistes qui n'encouragent pas l'abattage du bétail. Pendant des semaines entières, une succession de caravanes de yak transportera ces matériaux. Ils seront destinés à la construction de la nouvelle école et du nouveau dispensaire de Saldang. Enfin arrivé à destination, le campement sera dressé, les bêtes déchargées de leurs lourds fardeaux et rassemblées. Ces manœuvres comportent des risques importants et nécessitent de la part des caravaniers beaucoup de précautions et de prudence. En effet, le yak est un animal sauvage, très puissant, imprévisible, voire même dangereux. Et les accidents ne sont pas rares.
Jadis, les caravanes de yak partaient du Dolpo avec des cargaisons d'orge, de blé et de riz pour revenir lourdement chargés de sel des hauts plateaux tibétains. Aujourd'hui, si quelques céréales font toujours le voyage aller, seuls les produits manufacturés chinois ont remplacé le sel en retour. Le yak est le compagnon vénéré des nomades et des peuples montagnards, où il parcourt ces terres arides chargées de marchandises et de victuailles aux côtés des caravaniers. C'est grâce à ces caravanes que depuis des siècles l'homme survit, explore, se déplace et échange sur ces terres hostiles du Dolpo. Je repartirai du Dolpo avec l'impression que la terre a des dimensions quasi infinies, que les femmes et les hommes qui la peuplent, comme les paysages qui la composent, en constituent la richesse essentielle, et que le bout du monde existe pour chacun, jamais identique, toujours en mouvement, toujours à découvrir.